Voilà, bonsoir Madame le maire, bienvenue à toutes et à tous ce lundi 21 décembre pour ce nouveau Hangout, cette séquence d'échange, ce dialogue en direct et en vidéo avec vous, Johanna Roland, pour aborder durant une quarantaine de minutes les thèmes et les préoccupations des Nantaises et des Nantais à travers cette forme de dialogue citoyen encore renforcée. Pour nous suivre, c'est en direct sur nantes.fr. Et puis, j'en profite de cette introduction pour rappeler les modalités de participation pour les prochains rendez-vous. Vous remplissez le formulaire qui est disponible en ligne sur le site nantes.fr à la rubrique dédiée au Hangout. Et puis, vous pouvez participer, bien entendu, via les réseaux sociaux sur Twitter, notamment via le hashtag RDV avec JR. Rendez-vous avec Johanna Roland. Vos questions sont relayées en direct. Et puis, si ce n'est pas le cas, elles seront traitées. Du moins, la ville de Nantes et Johanna Roland tâcheront d'y répondre dans les jours suivants notre séquence. Alors, laissez-moi vous présenter pour commencer ceux qui ont accepté de participer. On a le plaisir de recevoir ce soir dans cette conversation. Je commence par Coraline Rabaro. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous habitez à Nantes, vous avez 24 ans. Vous recherchez un emploi dans l'aménagement du territoire. Vous avez travaillé à la direction régionale jeunesse et sport et également au sein du conseil départemental. Vous connaissez bien le fonctionnement des collectivités. Stanislas Audouin, bonsoir, vous avez 26 ans, vous travaillez dans un bureau d'études en génie climatique, vous habitez à Orvaux et vous avez, vous, déjà participé à des réunions de quartier et au débat Nantes, la Loire et nous. Notamment, vous avez également participé au forum Nantes Créative Génération, il s'agissait de coopération européenne, l'occasion ici de souligner votre engagement citoyen. Johan Terrier, vous avez 36 ans, vous êtes directeur général d'Imakumo. Il s'agit d'informatique, vous allez nous expliquer autour du cloud computing dans les outils de gestion pour des grosses directions informatiques, management et financières. Vous avez surtout créé votre entreprise en 2010. C'est aujourd'hui 112 salariés, un chiffre d'affaires 2015 de 7,5 millions d'euros. Et le siège est d'ailleurs basé à Nantes, une entreprise qui fonctionne sur les territoires nationaux et à l'international. Alexandre Bonte, vous avez 43 ans, vous habitez à Nantes, vous avez 2 enfants. Vous êtes informaticien de formation, actuellement salarié au sein du CNAM. Vous avez un projet de start-up, vous allez nous en parler dans le domaine de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, précisément autour des personnes en perte d'autonomie à domicile. Et ce qui est intéressant, c'est que vous vous préoccupez beaucoup plus cette fois-ci dans votre projet de l'aidant plus que de l'aider. Vous allez nous en parler. Enfin, Charlotte Gaillard, vous avez 34 ans, pardon. Vous habitez dans le quartier Saint-Félix, vous êtes maman d'une petite fille de 2 ans. Vous êtes responsable d'équipe en informatique dans les télécoms. Vous avez participé, vous aussi, au débat Nantes, la Loire et nous à travers la journée citoyenne qui lui était consacrée. Vous gardez d'ailleurs un très bon souvenir de cette expérience, Charlotte, et vous aviez une première question, parce que ce Hangout est, selon vous, l'incarnation même d'une transition de la pratique de la démocratie. Alors, vous aviez une première question très précise, au lendemain d'ailleurs des élections régionales, autour de la politique et des médias. On vous écoute, Charlotte. Oui, bonsoir Madame Roland. Donc effectivement, après ces élections régionales, moi j'ai envie que la politique prenne un virage. J'ai voté blanc au premier tour et puis pour une couleur au deuxième tour. Alors je connaissais pas la tête de liste et le programme m'a laissée indifférente. J'ai voté en fait la couleur qui me paraissait être celle qui me laisserait penser et m'exprimer librement. C'est déjà bien, mais j'ai envie de plus. J'ai envie d'une politique qui construit et qui co-construit. Parce que pour moi, par exemple, une entreprise tourne avec des gens de droite et aussi avec des gens de gauche. Nous vivons tous ensemble. C'est ça une société civilisée. Cependant, j'ai toujours le sentiment que les politiciens et les médias s'obstinent à monter les Français les uns contre les autres. Donc, je me demandais ce que vous en pensiez. Voilà. Johanna Roland, c'est à vous pour ces premiers éléments de réponse. Merci, bonsoir à vous, à chacune et à chacun. Je crois qu'on peut très bien à la fois avoir ses convictions, c'est important dans la vie d'avoir des valeurs, les défendre, et puis ensuite ça n'empêche pas de pouvoir travailler avec tout le monde. Vous évoquez les élections régionales. Est-ce que c'est un scoop de dire que j'ai plutôt soutenu le candidat de la gauche et des écologistes? Non. Est-ce que ça va m'empêcher demain, en tant que maire de Nantes, de travailler avec le nouveau président de la région? Bien sûr que non. En tout cas, mon état d'esprit, c'est d'abord celui de l'intérêt général. Puis derrière votre question, il y a aussi cette idée du renouvellement des pratiques politiques. Et ça, j'y crois beaucoup. Le renouvellement des pratiques politiques, c'est pas simplement
la fin du cumul des mandats. C'est ça, c'est nécessaire, mais c'est aussi ce qu'on fait ce soir. C'est le grand débat qui a eu lieu sur la Loire. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on construit plus la ville, jamais sans les habitants. Donc c'est aussi une autre manière de faire. Alors, Johanna, peut-être sur la question précise quand même des médias et du politique qui montent les Français les uns contre les autres, c'est tristement d'actualité. D'abord, je crois qu'il ne faut pas généraliser non plus. Il y a une pluralité de médias et c'est d'abord cette diversité de l'information qui permet à chacune et chacun de se faire son opinion. C'est clair que la montée en puissance des chaînes d'information en continu, où chacune et chacun entend toute la journée en boucle des choses qui doivent passer en 10 secondes. Ça facilite pas le fait de pouvoir aller dans le détail, d'aller en profondeur, mais moi je fais confiance à l'intelligence des citoyennes et des citoyens. Il y a aussi plein de gens qui vont par eux-mêmes lire la presse, regarder sur Internet, se faire leur propre analyse, et je crois que la meilleure garantie de ça, c'est la pluralité de la presse et de l'information. Alors, on aura de nouveau une question peut-être en fin de séquence sur cette idée du dialogue citoyen. Merci Charlotte pour cette première question. On va passer maintenant à Johan Terrier qui est avec nous également. J'ai précisé qu'il avait créé une entreprise avec beaucoup de salariés dans le domaine de l'informatique. Johan, vous aviez une question sur le développement à l'international puisque vous agissez en dehors également du territoire. On vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame le maire. J'avais une question concernant le développement à l'international et ce qui était mis en œuvre au sein de Nantes, alors de la ville et de Nantes Métropole, pour pouvoir promouvoir la ville à l'échelle internationale, valoriser et faire connaître la ville de Nantes et donc de manière indirecte les sociétés qui y sont basées. C'est un sujet sur lequel je souhaite qu'on accélère dans ce mandat. D'ores et déjà, depuis 18 mois, on a fait 3 choses. La première, j'ai mis en place, avec le maire de Saint-Nazaire, David Samzin, avec la Chambre de commerce et d'industrie, une agence unique à l'international. Parce que si Nantes veut rayonner plus à l'international, elle doit le faire avec ses chefs d'entreprise qui, quand ils y sont, contribuent à l'image de Nantes. Et puis, on a mis en place des actions très concrètes. J'en cite une, quelque chose que nous avons appelé le pack installation. Le pack installation, ça venait répondre à ce que des chefs d'entreprise comme vous, des entrepreneurs, nous avaient renvoyé en disant bien voilà, quand on vient s'installer dans une ville, on y vient avec un projet professionnel, mais on y vient aussi avec un projet de vie, parfois avec un projet familial. Et par exemple, dans ce pack installation, il y a le fait de pouvoir accompagner le conjoint dans la recherche d'emploi, donner toutes les informations et faciliter l'inscription des enfants à l'école. Ces petites choses de la vie quotidienne, mais qui jouent aussi dans notre capacité à être une ville accueillante. Puis la troisième chose qu'on va faire, tout prochainement, dans quelques semaines, c'est de lancer un réseau d'une centaine d'ambassadeurs, de chefs d'entreprise, qui nous disent « nous, on est prêts à jouer collectif », à se dire qu'on fait partie finalement de la grande équipe nantaise et que quand on va en Europe ou à l'international, on porte une part de cette grande équipe nantaise. Alors si vous voulez en savoir plus, j'en profite pour vous le dire. Fin février, il y aura une soirée d'information, de débat, d'échange auprès des chefs d'entreprise pour dire voilà comment on va accélérer sur ce sujet. Donc vous y êtes le bienvenu. D'accord. Vous avez la date de cette réunion ? 26 février. 26 février. Je m'en souviendrai, c'est la date de la création de la société. Ah bah alors. Bon, merci. Rien n'est un hasard. Merci Johan. Merci Johanna Roland pour ces premiers éléments de réponse. Alexandre, toujours dans l'entrepreneuriat et précisément cette fois-ci dans le milieu social et solidaire, c'est l'ESS et l'accompagnement des jeunes pousses du numérique. Puisque, Alexandre, vous êtes créateur d'une start-up, vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus en quelques mots et poser votre question. Voilà. Bonsoir Madame le maire, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, moi j'avais la question effectivement dans le domaine de la création de start-up dans le SS, l'économie sociale et solidaire. Ne faudrait-il pas un accompagnement particulier, autre que financier, purement financier? Ça pourrait être un accompagnement de la commune, on travaille pour le social, et je pense qu'on ne peut pas avoir le même accompagnement sur des entreprises privées que sur des entreprises sociales et solidaires, et quel pourrait être le rôle de la ville de Nantes dans ce type de création? D'abord, c'est effectivement à Nantes un sujet très important puisque l'économie sociale et solidaire, ça représente quasiment 13% des emplois du secteur privé à Nantes. Donc c'est un sujet sur lequel nous investissons beaucoup. C'est pour cela qu'on a notamment créé les écosolises,
donc, qui est ce grand pôle de l'innovation sociale et solidaire. Et je pense qu'à travers les Écosolides, il y a deux réponses à ce que vous évoquez. La première qui est un incubateur. Comment on aide des hommes et des femmes à passer de l'idée au projet, parce qu'entre avoir une idée de projet solidaire et puis avoir le modèle économique, l'organisation qui permet que ça fonctionne tout simplement, il y a un pas à franchir. Donc l'incubateur est là pour ça. Et puis la deuxième offre qui existe toujours aux Écosolides, c'est cette question de la pépinière d'entreprise. Moi, j'ai en tête quelques projets très concrets qui, grâce à ça, ont fonctionné. Je peux peut-être vous en citer un. J'ai en tête une boulangerie qui s'appelle Ma part du gâteau, qui est née, qui a grandi, qui a éclos aux Écosolides, qui aujourd'hui fonctionne sur le quartier de Nantes-Nord, qui a fait le choix de rester une entreprise d'insertion parce que celles et ceux qui l'ont inventée sont attachés à ces valeurs-là. Donc Alexandre, effectivement, vous rapprochez de cet écosystème, notamment des Écosolides qui travaillent et qui œuvrent pour le monde de l'économie sociale et solidaire. Puisque votre start-up concerne les questions de santé, habile transition pour parler du CHU. Coraline, vous aviez une question sur le projet du CHU à poser à Madame le maire. On vous écoute, Coraline. Coraline, vous êtes toujours avec nous ? Alors, en attendant que Coraline revienne et qu'on retrouve Coraline sur ce Hangout, il y avait oui, donc bonjour Coraline, Madame le maire, voilà, bonjour à tous. Bonsoir. Donc moi j'avais une question donc, sur un projet d'aménagement. Oui, vous m'entendez? On vous écoute Coraline, allez-y. Coraline, on vous entend, vous pouvez poser votre question. C'est bon tous? Donc j'avais une question donc, sur le projet d'aménagement du CHU de Lille. Alors, il y avait vraisemblablement un problème de connexion avec Coraline. Ça, ce sont les joies du direct et de la technique. Ça fait partie de l'exercice. Peut-être en attendant, on va se concentrer sur la question parce que c'est une thématique qui est revenue souvent sur l'ensemble des questions que vous avez posées, que vous souhaitiez poser autour des transports. Stanislas, vous aviez une question autour du Biclou. On vous écoute, Stanislas. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Allez-y, posez votre question. Oui, donc effectivement, donc j'ai participé à pas mal de réunions de quartier. Et c'est vrai que le sujet du vélo revenait souvent à Nantes. On voit de plus en plus de vélos. Donc, moi, je suis très content pour ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des stations Biclou, on est c'est un peu dommage. Je trouve qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Donc avoir plus de place, même si on n'a pas plus de vélos, ou avoir plus de stations. Je vois, il y a des zones très simples comme la butte Sainte-Anne ou le quartier de Bouffay qui sont très très peu desservis, alors que c'est des endroits où les gens prennent beaucoup le vélo. Alors voilà, je voulais savoir s'il était prévu dans les années à venir de faire quelque chose là-dessus. Bon, augmentation du nombre de stations. Johanna Roland, on vous écoute. Deux choses. Bon, d'abord, la butte Sainte-Anne, c'est vrai que c'est pas desservi. Bouffay, quand même, c'est plutôt desservi par le Biclou. Mais vous avez raison, on doit toujours continuer à avancer. Quand on a mis en place le Biclou, il y avait 79 stations. Aujourd'hui, il y en a 103. Ça veut dire que petit à petit, on augmente les stations. Qu'est-ce qu'il faut pour continuer à élargir finalement le périmètre? Il faut deux choses. La première, c'est qu'il faut des stations suffisamment proches les unes des autres, parce que le principe même du Biclou, c'est les courtes distances. Puis la deuxième, je le dis aussi, c'est l'équilibre économique. C'est évidemment nécessaire que l'entreprise qui est en charge du développement du Biclou, eh bien, entre l'offre et la demande, elle puisse s'y retrouver. Donc la prochaine étape, c'est en 2018, puisque 2018, c'est le moment où on va continuer à réfléchir à l'augmentation du Biclou. Donc là, très clairement, cette question-là va pouvoir être regardée. Et en même temps, en vous écoutant, je me disais que la réponse, c'était pas que le Biclou, parce qu'il y a plusieurs manières de faire du vélo à Nantes. Je l'ai dit, le Biclou, c'est pour les courtes distances. Mais on a deux autres réponses, je crois, qui vont être utiles demain. La première, je ne sais pas si vous connaissez l'innovation qui a été proposée par la TAN, qui s'appelle Cyclotan. Comment on peut monter dans le bus, dans le chronobus ou dans le tramway avec son vélo pliant, pour le dire rapidement. Et puis la deuxième, c'était un de mes engagements dans le projet devant les Nantais, c'est la mise en location de vélos de location longue durée. Pourquoi on a proposé ça, au-delà du fait d'avoir une offre supplémentaire? On l'a aussi fait pour inviter au changement d'usage. L'idée du vélo location longue durée, c'est non seulement qu'on peut louer son vélo, mais que toutes les questions de réparation, par exemple, peuvent être prises en charge. Et l'idée, petit à petit, c'est aussi d'inciter celles et ceux qui n'ont pas encore passé le pas
à pouvoir le faire. Bon, voilà, donc augmentation du nombre de stations en perspective et bien entendu travail autour du multimodal et de l'usage des différents moyens de transport. Merci Johanna Roland. Est-ce qu'on a récupéré, est-ce qu'on a retrouvé notre Coraline? Alors, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, Coraline, poser votre question concernant Donc, le CHU. La question, c'était donc sur le... je voulais savoir où en était donc le projet du... le projet du nouveau CHU sur l'île de Nantes et aussi le devenir donc, de l'îlot actuel de Hôtel-Dieu. Johanna Roland, on vous écoute. Alors le projet du CHU sur l'île de Nantes, il avance bien. Peut-être que vous le savez, c'est un projet qui est porté par l'État, par le gouvernement, puisque c'est la ministre de la Santé qui a validé ce projet. Il est prévu pour une horizon 2023-2025. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on construise pas simplement un hôpital, c'est qu'on construise l'hôpital de demain, un hôpital moderne, un hôpital où on aura les meilleurs chercheurs et les meilleurs soignants pour avoir les meilleurs soins. Et puis en même temps, ce qu'on va construire autour de cet hôpital, c'est un véritable quartier de la santé. Ça veut dire que demain, c'est l'hôpital, plus des laboratoires de recherche, plus l'université. La ville de Nantes fait le choix de jouer la carte de la santé. Et puis, c'est des choses très concrètes pour les patients demain. J'en cite une. Dans le cahier des charges, on a travaillé avec l'hôpital. Il y a par exemple le fait que dans cet hôpital demain, il n'y aura que des chambres individuelles. Ça peut paraître un détail, mais je pense que ça ne l'est pas parce qu'un séjour à l'hôpital, c'est à la fois l'accompagnement médical, mais aussi tout l'accompagnement humain qui va avec. Puis pour répondre à la deuxième partie de votre question, puisque c'était un peu une question à tiroir, qu'est-ce qui va se passer pour le site actuel du CHU? Donc, d'abord, je l'ai dit, la perspective c'est 2023-2025, donc on va continuer à construire les étapes. C'est très important cette question-là parce que si vous imaginez le lieu, tout le monde voit l'actuel Hôtel-Dieu, donc avec demain l'hôpital qui aura déménagé. Si on continue, après l'Hôtel-Dieu, c'est la place de la Petite Hollande. J'ai annoncé dans les conclusions du Grand Débat Loire qu'on allait lancer un grand concours sur le devenir de cette place. Si on continue encore, c'est le quai de la Fosse, avec entre les deux le pont Anne de Bretagne, qui sera doublé. Ça, c'était une autre des conclusions du Grand Débat Loire. Et puis, si vous continuez encore, et vous avez le Bas-Champnay, et derrière, le grand projet global de Bellevue. Je le dis parce que ça veut dire que c'est à cette échelle de réflexion, dans ce périmètre-là, qu'on réfléchit aujourd'hui, de l'Hôtel-Dieu, en passant par la Petite Hollande, Anne-de-Bretagne, jusqu'au quai de la Fosse et Bas-Champnay. Ça, ce sera un élément déterminant du projet du Nantes de demain. C'était effectivement l'occasion également de répondre à Mathison qui nous a envoyé une question via Twitter sur le projet d'aménagement de la place Gloriette. Donc vous venez de répondre à cette question pour poursuivre. Je peux ajouter un petit mot sur la place Gloriette puisque c'est l'occasion. D'abord, on gardera le marché. Ensuite, il n'y aura pas de centre commercial. Je le dis parce qu'il s'est parfois raconté beaucoup de choses sur ce sujet. Pour nous, c'est un projet extrêmement important. Le Nantes des années 90 a été marqué par le cours des 50 otages, ce grand projet qui a construit une nouvelle centralité. Pourquoi la place de la Petite Hollande, c'est aussi important? C'est parce que c'est la dernière chance, la dernière opportunité à Nantes d'avoir une grande place publique qui donne directement sur la Loire. Alors, toujours sur la question de l'aménagement du centre-ville, Charlotte, vous aviez une question très précise sur le sujet des stationnements et des stationnements payants avec ce périmètre qui continue de s'étendre et la question qui se pose aux résidents que vous êtes du centre-ville. On vous écoute, Charlotte. Oui, alors effectivement, dernièrement, le périmètre de stationnement payant s'est étendu en fait. J'ai lu qu'une des raisons c'était pour laisser la place aux riverains, donc ça me paraît cohérent. Cependant, je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne laissait pas gratuit pour les résidents, afin qu'ils ne soient pas pénalisés financièrement. Pour moi, ça s'inscrirait dans une démarche de confiance et de sensibilisation au transport commun auprès des résidents du centre-ville, pour qu'ils comprennent leurs responsabilités vis-à-vis de l'environnement, bien sûr. Alors, Johanna Roland, sur cette question, considérant Vous habitez dans quel quartier, peut-être, voilà, si ce n'est pas indiscret? Alors, je ne suis pas encore concernée, je suis juste à la limite et j'habite quartier Saint-Félix. Bon, vous anticipez donc? Oui, je pense aux autres aussi. D'abord, je vais quand même redonner le chiffre de ce que ça représente pour un résident, puisque vous l'avez dit, je vous en remercie, il y a un abonnement qui est proposé. C'est 180 € par an. C'est 15 € par mois pour pouvoir se garer et sur des périmètres assez élargis.
Pourquoi on ne propose pas la gratuité totale telle que vous suggérez? Ben, c'est une question d'équilibre. À la fois, effectivement, le stationnement payant, il doit permettre de libérer des places pour les résidents, parce que souvent les Nantais nous disent, quand ils habitent dans le centre-ville, que ça a parfois été compliqué pour pouvoir se garer pas trop loin de chez soi. D'un autre côté, je dis franchement, si tous les résidents du centre-ville faisaient le choix de ne pas se garer dans leur garage ou dans leur parking quand ils ont la chance d'en avoir, de se garer sur l'espace public, eh bien à l'inverse, on n'aurait plus de place disponible pour les touristes, pour les Nantais qui viennent dans le centre-ville, quels que soient les quartiers où ils habitent. Donc c'est une question d'équilibre, parce que le centre-ville, c'est le lieu où se rencontre chacun. Donc c'est la meilleure solution ou la moins mauvaise qu'on ait trouvée pour permettre à chacune et chacun au mieux d'y accéder, de s'y garer. Et puis toujours aussi dans cette idée de dire on essaie de concilier les différents modes de transport. C'est vrai pour les transports publics. L'année dernière, c'est comme ça que j'ai souhaité qu'on mette en place un ticket pour les familles, ce qui n'existait pas auparavant. Et puis en regardant aussi à partir de la vie quotidienne, quand est-ce qu'on peut faire mieux? C'est de cette manière, par exemple, que l'année dernière également, on a divisé le tarif du midi, entre midi et 2, parce qu'on disait que c'était aussi une manière de soutenir le commerce de proximité ou la restauration de proximité. Alors, toujours dans le transport et particulièrement lié aux questions de l'environnement, Johan, vous souhaitez développer des véhicules électriques dans l'ensemble des agences que vous avez sur le territoire, et vous posiez la question dans la préparation de cet entretien sur la question du déploiement du parc et de l'existence tout simplement du parc de recharge pour les véhicules électriques. C'est bien ça, Johan? Alors c'est presque ça, effectivement. On a déjà commencé à déployer des véhicules électriques dans d'autres agences, notamment sur Strasbourg et en Suisse et en Belgique. Sur Nantes, comme on le disait, on a notre plus gros effectif et on souhaite transformer notre parc de véhicules électriques. Ma question, c'était de savoir effectivement qu'est-ce qui était prévu en termes de bornes de recharge. Aujourd'hui, il y a quelques bornes sur la gare de Nantes. Il n'y en a pas, à notre connaissance, sur l'aéroport. Et aujourd'hui, si on souhaite justement développer les transports électriques, c'est pour aller du domicile au travail ou du domicile vers les autres les autres modes de transport, on va dire. Donc voilà, ma question, c'était de savoir qu'est-ce qui était prévu pour pouvoir développer ce type de transport. Johanna Roland. Aujourd'hui, on a des bornes de recharge dans tous les parkings à enclos. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait réfléchir à l'imaginer, le généraliser sur les parkings P+R. Les parkings P+R, vous savez, c'est ces parkings dans l'agglomération qui doivent inciter les habitants à prendre leur voiture quand ils ne peuvent pas faire autrement et ensuite prendre un transport public. Donc ça peut être une piste de réponse pour demain. Et puis, on a aussi un autre sujet, c'est que le transport électrique, c'est le transport individuel, mais ça peut aussi être le transport collectif. Et au dernier conseil métropolitain, la semaine dernière, on a voté le passage du Busway, donc vous savez, c'est la ligne 4 qui relie le nord et le sud de l'agglomération, au tout électrique. Ça, pour nous, c'est un sujet important, parce qu'on va être la première ville en France à mettre en place un tel système, et puis surtout, parce que pour les usagers, ça va être plus de confort, plus de fréquence. Ceux qui prennent le Busway voient bien qu'il est en quelque sorte un peu victime de son succès, et donc saturé. Donc ça va être un vrai plus, je crois, pour les habitants de l'agglomération. Alors justement, la question des transports et de la sémitane, Johanna Roland, vous évoquiez à l'instant le Busway. Stanislas avait une question sur les horaires, notamment les lignes de tramway. On vous écoute, Stanislas. Oui, donc moi c'est tout simplement parce que c'est un constat, le soir notamment, quand on veut aller dans des bars, voir des concerts ou autres, souvent on est très contraint à partir de minuit et demi, donc tous les soirs de la semaine. Donc il n'y a plus de tramway à partir de minuit et demi. Donc moi j'habite aujourd'hui Orvaux, je ne peux pas rentrer chez moi tout simplement. Donc je suis obligé de partir beaucoup plus tôt. Pareil, je prends un exemple pour ce soir, j'ai juste regardé le cinéma Gaumont là, donc il y a une séance qui est à 22h15 par exemple, on peut pas aller voir ce film au cinéma, donc avec ses amis, donc on est obligé de prendre la voiture. Pareil, je pense aux travailleurs qui sont dans les restaurants ou les bars qui le soir ne peuvent pas rentrer chez eux, sont obligés de prendre la voiture. Donc voilà, moi je pose la question aussi de l'ivresse publique, donc les gens qui sortent des bars le soir, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont, donc soit ils habitent le centre-ville, soit comment ils rentrent, je ne sais pas.
Alors, vous proposez, Stanislas, de prolonger les lignes de tramway jusque 3 heures du matin tous les soirs, c'est bien ça? 3 heures, c'est une proposition, hein, mais voilà, Alors, savoir ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai que moi aujourd'hui, je prends l'exemple, je vais être obligé de déménager. Donc là, j'ai pris la décision, je vais déménager pour revenir dans le centre-ville. bon, on vous écoute, Johanna Roland, sur la prolongation des horaires de lignes de tramway, notamment, tard le soir. D'abord, c'est un sujet sur lequel je crois qu'on a commencé à progresser ces dernières années, puisque je le redis pour tous ceux qui nous écoutent, la semaine, et vous l'avez dit, le tramway, les lignes de chronobus, c'est jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. Et puis le week-end, c'est jusqu'à 3h du matin. Ensuite, il y a une deuxième chose qui existe, qui est Luciole, que vous connaissez sans doute, puisque j'entends que vous êtes un adepte et un défenseur de la vie culturelle nantaise, donc Luciole qui circule le jeudi et le samedi en complément des tramways et des chronobus. Après, on voit bien dans ce que vous expliquez qu'il reste sans doute un certain nombre de situations sur lesquelles on pourrait regarder à faire mieux ou peut-être à faire différemment. C'est exactement dans cet état d'esprit que j'ai proposé dans le cadre de quelque chose qu'on appelle les assises de la nuit. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une démarche que j'ai voulu qu'on mette en place avec à la fois des responsables de bars et de restaurants, mais aussi avec ceux qui travaillent sur les transports, ceux qui travaillent sur la petite enfance pour parler de la vie la nuit. Et donc dans ce cadre-là, j'ai proposé qu'on fasse une évaluation pour qu'ensemble, objectivement, on puisse dire bien où est-ce qu'il y a des manques, est-ce qu'on peut faire mieux, et ce que ça implique aussi. Parce que je vous le dis au passage, si on décidait sur telle ligne d'aller tous les jours jusqu'à 3 heures du matin, ça veut dire qu'il faut derrière des salariés qui acceptent de travailler jusqu'à 3 heures du matin, ça veut dire qu'il faut, y compris que dans l'équilibre économique, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai demandé d'abord une évaluation, et puis ensuite on doit regarder toutes ces questions-là. Permettez-moi juste de compléter. En fait, c'est parce qu'avant, il me semble qu'il y avait plusieurs lignes de bus la nuit, et qu'aujourd'hui, donc, il n'y a plus qu'un seul bus, donc, qui s'appelle le Luciole, hein, et qui fait beaucoup moins de trajets que toutes ces lignes de bus qu'il y avait avant en nuit. Alors, c'est pas tout à fait exact. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un changement du parcours de Luciole, parce qu'en même temps, il y a eu le développement des chronobus. Il y a encore 4-5 ans à Nantes, il n'y avait pas tout ce système de chronobus. Et donc, ce qu'on a fait, c'est développer le tramway, développer les chronobus, et donc le parcours de Luciole a changé. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir le faire avec les acteurs. Je donne un exemple concret. On a choisi de laisser Luciole le jeudi soir. Pourquoi on l'a laissé le jeudi soir? Bien, tout simplement parce qu'un certain nombre d'assauts étudiantes, notamment, ou de jeunesse, nous ont dit, ben oui, pour nous, c'est évidemment un jour important, et donc il faut continuer à investir sur ce sujet-là. Alors, vous avez évoqué, Stanislas, merci pour votre question, vous avez évoqué également, et à travers la question des horaires de transport, le milieu de la nuit. Coraline, vous aviez une question très précise sur le sentiment d'insécurité le soir dans le centre-ville, on vous écoute. Oui, donc ma question, elle est vraiment complètement en lien avec la question Stanislas. Donc c'était donc que compte faire la ville de Nantes donc, face à l'insécurité donc en centre-ville la nuit. Donc ma question, donc je l'avais posée à la suite donc d'un viol donc, qui s'était passé à Bouffay, et puis aussi donc du jeune homme qui était décédé donc au hangar à bananes. On vous écoute, Johanna Roland, sur cette question de la sécurité ou du sentiment d'insécurité, centre-ville la nuit à Nantes. Cette question, elle est majeure, elle est extrêmement importante, elle préoccupe les Nantaises et les Nantais, et évidemment c'est une question qu'ici on prend très au sérieux. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour agir? D'abord, on se mobilise au maximum à côté de l'État, puisque vous le savez sans doute, c'est l'État qui a cette compétence, c'est le préfet. Et par exemple, au dernier conseil municipal, on a signé un contrat qui dit notre partenariat avec l'État. Concrètement, qu'est-ce que ça dit? Les quartiers sur lesquels on va agir, parfois les rues même sur lesquelles on va agir, et les moyens qu'on se donne pour le faire. Donc vraiment, on fait le maximum pour avancer sur ce sujet-là. Les événements que vous avez évoqués, ils ont évidemment choqué profondément les Nantais. C'est pour ça que nous, on fait le maximum. Et puis en même temps, je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué et ce que monsieur a évoqué tout à l'heure sur la question de l'hyperalcoolisation. Vous l'avez évoqué l'un et l'autre pour des raisons différentes, pour les transports et pour la sécurité. C'est vrai que c'est un sujet de préoccupation pour tout le monde. C'est un sujet sur lequel nous, on essaie de mettre en place des choses pour avancer. Je donne un exemple. Vous avez peut-être vu que sur le hangar à bananes, on a mis en place, on a expérimenté un poste de secours.
Puis on a ce qu'on appelle les veilleurs de soirée, des gens qui sont pas là pour faire la morale, mais qui sont là pour inciter à la sensibilisation, et puis demander à chacun aussi de prendre ses responsabilités individuelles. Parce que la société, c'est ça, il y a ce qu'on attend des responsables publics, donc la sécurité pour l'État, la manière dont la mairie se mobilise à côté de l'État, et puis il y a comment, quand on sort en groupe, eh bien on est ensemble aussi responsables collectivement, donc notre état d'esprit, c'est aussi celui-là. Johanna Rolland, vous aviez également directement interpellé le Premier ministre sur cette question d'augmentation des effectifs de la police sur notre territoire. Est-ce que vous aviez été, ou est-ce que vous avez été entendu? Nous avons eu un échange avec le préfet sur ce sujet-là. Un de ses représentants était au conseil municipal. Il n'y a pas simplement la question du nombre de policiers qui est important, il y a ce que font ces policiers. Et le contrat qu'on a signé ensemble vendredi dernier, c'est bien pour dire dans quel quartier on va, quels moyens on se donne, sur quelle rue on travaille. Vous savez, dans le projet que j'ai défendu devant les Nantais, j'avais pris 10 engagements en matière de sécurité. Ces 10 engagements seront tenus. C'est des choses de nature différente. C'est à la fois la mise en place de la maison de la tranquillité publique. Ça, c'est pour toutes les incivilités, un conflit de voisinage qui tourne mal, et pour faire en sorte que les Nantais aient la garantie d'avoir un lieu et un suivi personnalisé. Mais il y a aussi des engagements pour travailler sur certains sujets spécifiques. J'en cite un. Nous travaillons aujourd'hui avec mes équipes à la mise en place d'un centre de consultation post-traumatique pour les femmes victimes de violences. Ça n'existait pas à Nantes. Les acteurs associatifs nous ont dit à quel point c'était un manque. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Et puis un dernier exemple, dans un registre très différent, on a parlé de la qualité du centre-ville. La qualité du centre-ville, c'est aussi la propreté. Eh bien, j'ai fait mettre en place depuis le début du mandat quelque chose qu'on appelle la commission propreté. C'est quoi? C'est tout simplement se donner les moyens d'abord de faire un peu de rappel à la règle quand certains, j'allais dire, abusent sur l'utilisation du centre-ville, qui est un lieu d'espace et de partage public. Et dans certaines situations, ça va jusqu'à la facturation. Donc, vous voyez, la sécurité, c'est des choses de nature très diverses. En tout cas, on est totalement mobilisé sur le sujet. Alors, sécurité et solidarité, je voulais qu'on parle de ce sujet également. Et solidarité 2.0, ça existe, grâce notamment aux nouvelles technologies. Alexandre, vous aviez une question autour de la solidarité et de la perte d'autonomie. Je voudrais qu'on parle de votre sujet, de votre projet de start-up. Vous aviez une question très précise là-dessus à poser à Johanna Rolland. On vous écoute. Oui, donc la question donc, sur la solidarité et l'entraide. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Madame Rolland, il y a plus de 8 millions d'aidants en France, et c'est un sujet très, très important, très préoccupant. On le voit donc à travers le projet de loi de santé de Marisol Touraine. Maintenant, concrètement, quand on parle de ce sujet-là, soit on y remet un peu plus d'argent, mais il n'y a pas de solution simple et concrète, en fait. Les aidants, ce qu'ils ont besoin, c'est certes des subventions, de l'aide et un peu d'apport financier, mais c'est aussi et surtout des moments de répit et d'être soulagés dans leur quotidien. Donc ma question, c'est relativement simple. Aussi, le parcours de soins, il est très compliqué, il est riche, mais à la fois très compliqué. Il y a beaucoup d'interlocuteurs entre l'État, le département, la ville, l'associatif, etc. Et la question, c'est comment pourrait-on améliorer, coordonner de façon simple le quotidien des aidants et des aidés. Merci. Merci. Une réponse et puis peut-être une question, si vous le permettez. D'abord, je crois que la description que vous avez faite en disant un aidant, il a besoin évidemment de soutien financier, mais il a besoin de plus que ça ou de quelque chose de différent. C'est absolument juste. Tous ceux qui ont soit vécu ce type de situation, soit qui sont sur le terrain en contact avec des hommes et des femmes qui le vivent, ont entendu dire au moins une fois, moi j'ai besoin de souffler. Et le j'ai besoin de souffler, eh bien c'est ça qui a présidé au fait qu'à Nantes, on a mis en place la maison des aidants. La maison des aidants, c'est pas simplement pour donner une aide ou un coup de pouce financier, c'est pour permettre à quelqu'un qui aide, qui accompagne un malade ou quelqu'un en fragilité de souffler. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. C'est aussi ce qui fait que Nantes, c'est une ville qui n'est pas tout à fait comme les autres. C'est qu'on est capable de pouvoir mettre en place ce type de projet. Mais j'entends dans votre question que vous avez, vous, une idée autour du numérique. Donc, je veux bien que vous puissiez me dire en quoi ça consiste. C'est relativement simple. En fait, donc on a travaillé effectivement sur le temps, notamment autour de l'agenda et autour d'un agenda collaboratif. C'est-à-dire que finalement, c'est donc l'ensemble des membres de l'aidant peuvent
soulager le quotidien de l'aidant en prenant des petites tâches. Donc l'aidant met son agenda sur l'application et chacun, que ce soit les amis, la famille, mais à la fois les associations et le voisinage, l'entourage, peut prendre des moments peut prendre des événements. Donc par exemple, si moi je rentre du travail, je veux pouvoir rendre service de façon simple. Je dis bien de façon simple parce que c'est ça, c'est-à-dire que moi je veux pas envie d'être encarté dans une association, j'ai pas envie d'y passer un quart de mon temps. Je veux juste rendre service de façon simple. Bah, je peux consulter l'application et puis dire bah tiens je vais prendre du pain pour la voisine. En fait c'est une histoire vécue, c'est-à-dire que on a notre voisine qui s'appelle Margot qui un jour est partie, on l'a pas vu venir en fait, c'est-à-dire qu'elle a perdu en indépendance et nous on était voisins, il y a un bon voisinage. Et on n'a pas pu être présent. Or, on aurait pu finalement passer un coup de tondeuse ou faire les courses, etc. Les petits enfants, on l'a su plus tard, habitaient trop loin, et du coup, elle a été placée en EHPAD. Bon, donc comment effectivement les nouvelles technologies peuvent favoriser et renforcer le soutien et la solidarité dans des cercles qui sont finalement très proches. On parle de voisinage là. Hein. Juste un mot là-dessus parce que c'est extrêmement important. D'abord parce que c'est une action qu'on essaye d'engager autour d'un réseau qu'on a appelé le réseau Mona Lisa. C'est un réseau national dans lequel Nantes a décidé de s'engager pour essayer d'être ensemble attentifs à nos voisins. Mais dans ce que vous dites, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que, vous savez, on entend parfois cette petite musique qui dit les gens ne s'engagent plus, maintenant c'est le chacun pour soi. Et en fait, ce que vous expliquez, monsieur, c'est que parfois on peut avoir envie de s'engager, mais on a aussi envie de s'engager sous une forme différente. On n'a pas envie forcément de prendre une carte, comme vous disiez, et d'être dans une association toute l'année forcément. Ça existe aussi et c'est très bien. À Nantes, nos vies associatives, elles sont extrêmement importantes. Mais dans ce que vous décrivez, il y a aussi cette envie de pouvoir s'engager autrement. Et je pense que de ce point de vue, le numérique, ça peut être un outil. Donc moi, je vous invite à nous écrire pour présenter ce projet. Je pense qu'on pourrait regarder deux choses. D'abord, à Nantes, il y a quelque chose qui s'appelle le Forum des seniors, qui a lieu tous les ans et qui est un endroit où on donne à voir des projets qui existent. Puis il y a une deuxième chose qu'on pourrait regarder, c'est que avec Francky Trichem, on a dû en charge de l'innovation, on met en place maintenant tous les ans la Digital Week. La Digital Week, c'est de dire Nantes joue la carte du numérique, mais on le fait avec nos valeurs. Ça veut dire qu'on parle aussi d'éducation, ça veut dire qu'on parle aussi de handicap. Et en vous écoutant, je me dis que ça pourrait être aussi le lieu pour découvrir votre projet. Très bien. Merci. Alors, il me semble qu'Alexandre est déjà en contact avec Francky Trichem, et évidemment, ça va l'encourager à poursuivre ces échanges. Et on lui souhaite évidemment plein de réussite dans la conduite de son entreprise. Je voulais qu'on parle aussi. Si je peux me permettre de prendre la parole 2 secondes, je veux bien être en relation avec Alexandre pour discuter aussi de ce sujet. Pardon. C'est parfait. Eh bien, c'est aussi l'occasion et que ce hangout soit effectivement l'opportunité de créer des croisements bénéfiques. Je voulais qu'on parle de la réforme des rythmes scolaires également et des temps périscolaires. Avec Charlotte, j'ai précisé dans le lancement de cette séquence que vous aviez une petite fille de 2 ans qui va faire sa rentrée au mois de septembre prochain. Et vous vous interrogez, alors, concernant évidemment le sujet de la réforme, mais surtout également sur l'aménagement et l'animation de ces temps périscolaires. On vous écoute, Charlotte. Oui, alors j'ai lu qu'il y avait eu une enquête de menée, alors je crois en 2014, avec des expérimentations effectuées autour des temps périscolaires. Et du coup, j'ai pas vu la suite. Donc je me demandais, est-ce qu'il y a toujours des chantiers en cours sur ce sujet et quelles étaient les perspectives d'évolution pour les années à venir sur les temps périscolaires? D'abord, nous, on a pris un principe, c'est de se dire qu'on laissait une liberté d'organisation à chaque école, et y compris avec une différence entre l'école maternelle et l'école élémentaire. Vous disiez, je crois que c'est une petite fille que vous avez ? Oui. Qui rentre à l'école l'année prochaine ? Oui. J'imagine qu'elle fait encore la sieste ? Oui. Je le dis parce que ça paraît très concret, mais c'est ça aussi la vraie vie quand on est maman. Donc entre une petite fille de 3 ans qui fait encore la sieste et par exemple un garçon qui est en CM2 et qui évidemment ne fait plus la sieste en début d'après-midi, forcément la réforme des rythmes, elle ne peut pas s'appliquer de la même manière. Sinon on est dans les nuages, on n'est pas adapté au rythme des enfants. Donc nous c'est ça qu'on a voulu construire. On a voulu construire une réforme qui s'adapte d'abord aux enfants. Donc pour faire cela, on a mis autour de la table tous les acteurs, les parents. Et je vous invite, si vous le souhaitez l'année prochaine, à pouvoir vous impliquer dans l'association de parents d'élèves de votre future école. C'est important qu'on ait des interlocuteurs
engagés, donc les parents, les enseignants, mais aussi des associations sportives, culturelles et les fédérations d'éducation populaire. Et régulièrement, on fait le point ensemble, on évalue, on regarde ce qui marche et puis ce qui marche moins. Et on a même été jusqu'à demander l'avis des enfants. Il y a une personne qui nous accompagne dans tout cela parce qu'on cherche aussi à continuer à progresser. C'est une chercheuse qui s'appelle Agnès Florin, qui travaille à l'échelle nationale sur ces sujets. Et elle me disait il y a quelques mois qu'on était la seule ville à avoir été demander l'avis des enfants. Alors pas des petites comme la vôtre, elle est quand même un peu jeune, mais des CM1, CM2 pour leur dire et vous, de votre vécu, de votre point de vue, qu'est-ce que vous avez trouvé comme avantage? Donc on est vraiment dans cette logique de on évalue en permanence et on ajustera en permanence. Alors, Johanna Roland, pour continuer sur cette question la question du scolaire, autour de la scolarité, on avait une question d'Ambroise via Twitter qui posait la question de l'éducation alimentaire des enfants, notamment de maternelle et primaire, qui passe par la culture du bien manger et notamment des produits frais, locaux et bio. Alors, comment on sait qu'il y a déjà une part importante de ces aliments dans les cantines nantaises. Comment ça va évoluer tout ça? On peut répondre à Ambroise? C'est un sujet sur lequel on progresse année après année. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros le budget bio et circuit court dans les restaurants scolaires à Nantes. Mais là aussi, on a des enjeux importants, des enjeux économiques. Je vais prendre un exemple concret. Quand on a voulu développer le bio dans le dernier mandat, j'étais à ce moment-là adjointe en charge de l'éducation, les agriculteurs bio nous ont dit une chose très simple. Nous, on ne sait pas faire, par exemple, le poulet bio pour 13 000 repas par jour. Et donc, on a travaillé en amont avec eux, avec une structure qui s'appelle GAP 44, pour les aider à se structurer, pour être capable de faire 13 000 repas par jour. Et là, on voit bien qu'on est dans le gagnant-gagnant, parce que c'est mieux pour l'alimentation de nos enfants, mais c'est mieux aussi pour les entreprises locales. Puis après, parfois, on a des surprises. Et il faut travailler aussi sur l'éducation au goût. Je vais vous donner là aussi un exemple. Quand on a introduit un nouveau yaourt bio dans les restaurants scolaires, eh bien, le premier jour, je dois à la vérité dire que ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce que les enfants ne l'ont pas mangé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de cette présentation. Et donc, on a fait venir ceux qui avaient conçu le produit dans les écoles pour travailler avec les animateurs du temps du midi et avec les enfants sur cette question de l'éducation au goût. Je le dis parce que la manière dont nous, on travaille sur ces sujets, c'est une manière approfondie. Il ne s'agit pas juste de claquer dans les doigts et de dire voilà, nous, on veut plus de bio dans les cantines. On le fait, mais on le fait en étant attentif aux questions économiques, aux questions éducatives, et puis aussi à ce que ça augmente pas le coût du tarif pour les familles. Parce que les Nantais, à la fois, ils veulent plus de bio et plus de circuits courts, mais je ne crois pas qu'ils veuillent payer plus la restauration scolaire. Donc on essaie de faire attention à tout ça. Bon, juste équilibre entre effectivement l'économie et la qualité de l'alimentation des petites Nantaises et des petits Nantais. Merci Johanna Roland. Un œil sur la montre et je vois qu'on arrive au bout. Alors, on n'a pas eu évidemment l'opportunité de brosser, de faire le tour de l'ensemble des questions. Comme je le précisais, elles seront portées avec réponse dans les quelques jours qui viendront par la ville de Nantes et par vous-même via les réseaux sociaux. Je vous remercie évidemment pour la qualité de nos échanges. Madame le maire, je vous laisse peut-être quelques mots de conclusion. Simplement pour remercier celles et ceux qui ont pris le temps de participer à ce débat ce soir. Ça me fait penser à la première question de Madame au début. Oui, faire différemment, c'est aussi ça. Et puis j'invite celles et ceux qui ne se sont pas encore inscrits et qui ont envie de le faire, à le faire pour les prochains Hangout, puisque vous l'aurez compris, c'est maintenant une habitude. C'est quelque chose que je poursuivrai tout au long du mandat. Ce que je remarque, parce que parfois on me pose la question, qu'est-ce qui change dans les Hangouts? Qu'est-ce qui est différent par rapport à une réunion publique? Eh bien, moi, je constate que entre les réunions publiques, les grands débats citoyens, comme ce qu'on a fait sur la Loire, ou le bureau des projets qu'on va lancer dans les quartiers, ou le Hangout, ça nous permet de toucher finalement une diversité de Nantais, une diversité de générations, et c'est bien ça aussi notre objectif. Parfait, merci Johanna Roland, merci effectivement aux participants pour leur engagement et leurs questions qui font vivre ce dialogue citoyen. Enfin, merci à celles et ceux qui nous ont suivis en direct et qui peuvent nous retrouver d'ailleurs sur le site de Nantes.fr pour revivre cette séquence. Et quant à moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt, merci, bonne soirée.